Ayant une priorité, détruire les lanceurs iraniens de missiles et de drones. Elle nous a rejoint à l'instant notre invité sur ce plateau, Behzad Naziri, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans notre édition spéciale. Vous êtes iranien, ancien journaliste, ancien prisonnier politique également en Iran et membre du CNRI, le Conseil national de la résistance iranienne. On va revoir ensemble cette image assez spectaculaire ce matin de cet aéroport que vous connaissez sûrement, l'aéroport de Mehrabad à Téhéran. Donald Trump a d'ailleurs diffusé cette vidéo de cette puissante explosion qui a visé cet aéroport. Pourquoi a-t-il été ciblé, selon vous? Écoutez, un aéroport dans un grand capital, c'est toujours un lieu important et dans une guerre, c'est un cible. D'ailleurs, ce n'est pas l'aéroport principal concernant Téhéran. Il y a un autre qui a été construit, ça s'était construit sous l'ancien régime. Je me rappelle de mon enfance que j'y passais. Ma question, c'est est-ce qu'il s'agit d'éviter d'éventuelles fuites, par exemple, de dignitaires du régime? Je ne pense pas que les dignitaires du régime ne vont pas choisir l'aéroport quand ils veulent prendre la fuite. Mais je pense qu'il y a quand même deux agendas. C'est-à-dire on assiste à une guerre depuis quelque temps qui s'articule autour du programme nucléaire, du programme balistique, des menaces que pèse le régime des mollahs sur la sécurité de la région, l'exportation du terrorisme, etc., qui est en train de changer la géopolitique du Moyen-Orient et qui tourne une page historique dans notre pays, l'Iran. Et puis, il y a, je dirais, une autre guerre, il y a un agenda parallèle, c'est une guerre que mène ce même régime depuis maintenant 47 ans contre son propre peuple. C'est une vraie guerre parce qu'il y a des dizaines de milliers d'exécutions dans le peuple iranien et c'est une guerre qui se mesure à travers toutes les souffrances, tout ce que le régime iranien a imposé à son peuple en termes de destruction. Ma sœur était journaliste à la télévision iranienne, elle a été exécutée quand elle n'avait que 24 ans. Elle était peintre, artiste, musicienne. Votre sœur? Oui, j'ai passé comme journaliste de l'AFP à Téhéran 3 années dans les prisons de Khomeini où j'étais torturé. Et quand je me suis évadé, ils ont arrêté mon père en guise d'otage, prof de droit, qui a passé 5 années comme otage. Vous avez des otages en ce moment même où je vous parle dans les prisons ou peut-être dans l'ambassade de France à Téhéran. Mais ce sont des otages. Le régime joue avec la diplomatie des otages. Donc il faut voir que ce régime est en train de faire souffrir son peuple dans une guerre depuis plus de 4 décennies. Et bon, c'est aujourd'hui qu'on parle parce qu'il y a les grandes puissances qui s'intéressent. Non, aussi parce que l'Iran a, on l'a appris au fur et à mesure des informations qui sortaient de l'Iran, fait l'irréparable, c'est-à-dire tirer sur 30 000, tirer et tuer, y compris en allant les débusquer dans les hôpitaux, sur 30 000 au bas mot manifestants entre le 8 et le 9 juin, et que cette information a littéralement sidéré et bouleversé l'ensemble du monde. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, cher monsieur, ce 30 000, ça a une valeur symbolique. Bien sûr. Parce qu'en été 1988, sous l'ordre de Khomeini, un fatwa de Khomeini, le régime des mollahs a pendu, exécuté 30 000 personnes en l'espace de quelques mois. Et c'était d'ailleurs Ali Khamenei qui était Khamenei était impliqué et d'autres ténors du régime, y compris l'actuel chef de l'appareil judiciaire Ejei, qui fait partie de ce conseil de succession de Khamenei. Donc, ces ténors du régime étaient impliqués dans des massacres. C'est vrai que le massacre de janvier 2026 a bouleversé le monde entier à cause des moyens de communication, parce qu'on peut communiquer. Behzad Naziri, pardonnez-moi, je le rappelle puisque l'armée israélienne précise que 80 avions de chasse ont été mobilisés cette nuit pour une opération d'envergure, l'une des plus grandes depuis le début de ce conflit, depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Plusieurs sites ont été ciblés justement par ces nombreuses frappes, des sites stratégiques de stockage des missiles, précise par exemple l'armée israélienne. Il y a cet aéroport. Et il y a également aussi de nombreuses frappes qui touchent Téhéran, le centre du pays. On a vu également cette frappe qui a fait de nombreuses victimes dans une école de filles précisément. Vous disiez que le régime faisait souffrir le peuple iranien. Et finalement, le peuple n'est-il pas en train de souffrir également de cette guerre qui est partie pour durer au moins 4 à 5 semaines selon Donald Trump, alors que le président américain attend la capitulation de l'Iran et on a le sentiment que l'Iran ne capitulera jamais.
évidemment qu'une guerre fait souffrir un peuple. Je veux dire, personne ne veut les bombes qui quotidiennement tombent sur des villes avec des pertes civiles. C'est le prix à payer, selon vous, pour se débarrasser, entre guillemets, de ce régime? Non, parce que je pense qu'il y a deux agendas. Il y a l'agenda des grandes puissances, comme je viens de dire, et puis il y a l'agenda des Iraniens. Les Iraniens, ils ne sont pas croisés les bras pour que cette guerre arrive maintenant en 2026. Ils ont mené une résistance sur le terrain. Cette résistance existe. Il y a un réseau intérieur de la résistance. Ce réseau intérieur de la résistance a été actif, y compris 5 jours avant cette attaque de 28 février. Et 250 militants appartenant au réseau de Moudjahidine du peuple d'Iran ont attaqué ce même campement, c'est-à-dire ce siège de Khamenei, qui abrite aussi le Conseil suprême de sécurité nationale et les bâtiments du ministère de renseignement. Il y a moins d'une centaine de personnes ont été tuées ou arrêtées pendant cette attaque. 150 se sont repliés sur leur base. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, les mêmes jeunes qui ont été massacrés pendant les soulèvements de janvier. Il y a une partie qui font partie de ces unités de résistance. Ils sont sur le terrain. Ils mènent une résistance. Et ça, il faut le reconnaître que les Iraniens ont leur propre agenda pour renverser le régime. C'est leur droit de renverser, mais c'est aussi leur droit de résister contre ce régime. Alors, on sait, pour corroborer ce que vous dites, on sait par des informations qui sortent d'Iran que le régime a à cœur de quadriller le pays, notamment avec ses milices bassides qui arrêtent le plus possible, en tout cas le plus qu'elles le peuvent, qui se font montrer dans les rues des grandes villes, histoire de montrer que le régime est encore aux commandes. On sait aussi que les gardiens de la révolution contrôlent une grande partie de l'économie, n'ont pas l'intention d'abandonner le pouvoir. Comment, à votre avis, peut tomber un régime qui est si protéiforme et qui est si implanté de plein de manières différentes, économiques, politiques, sécuritaires, militaires, dans les structures du pays? Comment le faire tomber? Ce régime, on l'appelle un régime du guide suprême, le Velayat Faqih, oui. C'est-à-dire la tutelle du clergé sur l'ensemble des affaires économiques, culturelles, sociales, militaires du pays. Donc, avec la mort de Khamenei, je peux vous assurer, cher monsieur, que le régime des mollahs est mort. Le régime des mollahs, oui, mais pas le régime iranien, pas l'État iranien. Oui, le régime, c'est-à-dire après la mort de Khamenei, ce régime qui tenait, comme on appelle ça, eux-mêmes ils appellent ça la colonne centrale du temple de Bédouin. Ils disent quand ça tombe, c'est tout le temple qui est chamboulé. Donc c'est comme ça qu'ils le qualifiaient, le rôle du guide. Les Passarans sont démoralisés. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une structure, on n'est pas naïf. Et pour cela, il y a une nécessité à la fois de mener une résistance organisée sur le terrain, parce que tous ces bombardements, toutes ces attaques aériennes, ils ne vont pas changer la donne, ils ne vont pas changer le régime. Ils peuvent fragiliser, ils peuvent, faire trembler le régime, mais ils ne peuvent pas renverser le régime. D'ailleurs, ils le reconnaissent, les experts militaires le reconnaissent. Il faut une force sur le sol iranien. Et ça, ils ne le feront jamais. Ça peut être les Kurdes que les Américains cherchent à mobiliser pour ne serait-ce qu'allumer la révolte ou signaler qu'une population peut se révolter? Les Kurdes sont organisés sur le plan régional dans certains départements de l'ouest de l'Iran, mais les réseaux de Moudjahidine du peuple d'Iran sont sur le plan national. Et je pense que tout à fait, il y a maintenant une sorte de facto, une sorte de front qui est en train de se constituer sur 3 éléments. Le renversement du régime, une république démocratique et une séparation de religion et de l'État. D'ailleurs, on vient d'annoncer, il y a récemment, samedi, que le Conseil national de la résistance iranienne a annoncé la formation d'un gouvernement provisoire pour le transfert de la souveraineté au peuple iranien et à l'instauration d'une république démocratique. Vous parliez des Kurdistan, des Kurdes, et notamment des Kurdes en Irak. Les gardiens de la Révolution, qui il y a quelques minutes, affirment avoir visé justement des groupes séparatistes dans la région du Kurdistan. Avec ce communiqué qui a été publié par les gardiens de la Révolution, si les groupes séparatistes dans la région du Kurdistan entreprennent la moindre action contre
l'intégrité territoriale de l'Iran, nous les écraserons. Voilà ce que dit à l'instant le communiqué des gardiens de la Révolution. Les Kurdes iraniens n'ont jamais été des séparatistes. Ils disent nous voulons l'autonomie du Kurdistan dans le cadre d'une démocratie en Iran. Il n'y a que deux partis qui les taxent de séparatistes. Il y a le régime des mollahs et il y a le fils du Shah. Ce sont les deux qui taxent les Kurdes iraniens, qui sont des patriotes, qui sont des Iraniens, qui les taxent de séparatistes et qui promettent de les écraser. Déjà, le régime iranien est en train de les écraser et le fils du Shah avait fait un communiqué pour dire qu'on va les écraser, ces séparatistes. Pourquoi? Parce que plus de 35% des Iraniens sont des minorités ethniques. Oui. C'est-à-dire, l'Iran, il y a les Perses, oui, mais c'est une mosaïque. Il y a les Kurdes, les arabophones, les Balouches, les Turkmènes, les Turcs. Tout ça, ça constitue la population iranienne. Donc, et ça, il faut les fédérer. Mais les Kurdes, ils ne sont pas instrumentalisés par les Américains, là? La population kurde, je veux dire, les Américains, ils peuvent instrumentaliser n'importe qui dans n'importe quel pays. Ça, c'est leur politique, c'est leur diplomatie, je veux dire. Mais les Kurdes iraniens ne sont pas des instruments d'une puissance extérieure. Ils sont armés par les Américains. Les Kurdes iraniens, sont des patriotes. Ils veulent leur autonomie, ce qu'ils réclament, pour lequel ils ont fait beaucoup de sacrifices. Vous représentez en partie un mouvement qui s'appelle les Moudjahidines du peuple, je crois, qui est un mouvement qui est d'opposition d'abord au Shah d'Iran, puis ensuite à la République islamique, qui opère depuis l'étranger, depuis l'extérieur de l'Iran, qui n'est pas réputé pour son aspect démocratique. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment pouvez-vous garantir que vous, animant un mouvement de résistance, vous ayez à cœur la démocratie, l'installation d'une démocratie en Iran, alors que vos structures sont, c'est moins qu'on puisse dire, sont adémocratiques, sont particulièrement raides. Je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique, beaucoup de choses que le régime iranien fait planer dans les médias, dans les opinions. Non, ça c'est une réalité. Il faut voir un peu que c'est le peuple iranien qui est juge de reconnaître qui est démocrate, qui n'est pas démocrate. Il faut laisser le jugement dans un suffrage universel au peuple iranien. Mais ce que tout le monde reconnaît, y compris Amnesty International ou l'ONU, c'est que le plus grand sacrifice a été donné par les Moudjahidines du peuple d'Iran, plus de 120 000 exécutions dans leur rang pendant ces 40 années. Des dizaines de milliers, si vous n'admettez pas le chiffre, des dizaines de milliers d'exécutions dans leur rang. Qu'il y a une obsession. Le plus grand sacrifice a été donné par ce mouvement de résistance. Et là, pour le reste, c'est vrai que comme il s'agit de mouvement d'opposition principal, la seule organisée sur le plan national, il y a toute une rhétorique, il y a toute une avalanche de désinformation qui circule à la fois, non seulement par le régime des mollahs, mais par ses lobbies, par les nostalgiques de l'ancienne monarchie, contre qui les Moudjahidines du peuple se sont opposés parce qu'il y avait la Savax du Shah, il y avait la torture, il y avait les exécutions dans les prisons du Shah. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du prince héritier qui essaye de se montrer en figure unitaire de l'opposition et qui essaye de trouver une voie vers l'unification des oppositions qui sont très divisées? Vous dites bien se montrer, parce que c'est une illusion. On ne peut pas tomber des nues et venir du jour au lendemain de se présenter comme l'homme de transition. Mais d'où il vient? Est-ce qu'il a géré une association pendant ces presque 50 ans? C'est pour son nom qu'une partie des Iraniens crient dans la rue. Il n'a de légitimité que être le prince héritier et rien d'autre. Or, une alternative se forge dans des épreuves, dans des combats contre ce régime. Mais ça ne peut pas être un gouvernement de transition, il ne peut pas être participer, Reza Pahlavi, à cette transition? Avec quel talent, avec quelle capacité, avec quelle assise sociale et populaire en Iran? Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas rester pendant plus de 40 ans dans des loisirs ou dans je sais quel luxe californienne ou ailleurs et du jour au lendemain venir se réclamer comme l'homme de transition. Et il faut avoir une structure, il faut avoir un staff, il faut avoir un cabinet. Lui, regardez combien de fois il a formé des cabinets, il les a démantelés. Parce que les Iraniens, les Iraniennes ne prennent pas au sérieux ce monsieur, qui n'a de programme que ce qui est une sorte de copie-coller, je ne sais par quelle IA, d'un programme autoritaire. Alors qu'il y a un programme en 10 points, le plan en 10 points de Mariam Rajavi pour l'Iran libre de demain, qui garantit les libertés démocratiques. On avance, il est 8h21 sur France Info dans notre édition spéciale. L'Iran qui dit avoir visé à l'instant un pétrolier dans le golfe Persique, précisément ce détroit d'Ormuz où transite une